Le char explosera avant même que ses occupants aient pu se rendre compte de ce qui leur arrivait. L'engin, cuirassé, perdant tout contrôle, bascule dans le fossé manquant d'écraser Hidushi à l'affût tout près avec son 57 mm. Hidushi, fuyant l'incendie, se jette dans un blockhouse qu'il croyait vide. Il se retrouve nez à nez avec 3 soldats français, blottis l'un contre l'autre. Il ne perd pas son sang-froid, il profite de la confusion que son apparition a déclenchée et mitraille copieusement tout ce qui bouge, puis bondit à l'extérieur. Pendant que les hommes racontent l'exploit insensé de Bouhrara, une image traverse comme un éclair ma mémoire, celle du chasseur des grands fauves de l'Aurès, qu'évoquait ma grand-mère qui, un jour, seule défia le roi lion jusque dans sa tanière. Je regarde l'incroyable Bouhrara en me disant que les légendes ont toujours un fond de vérité. Je rejoins de nouveau notre dispositif de défense anti-aérien. Le vrombissement des moteurs d'avion commence à se faire entendre. Un premier groupe de 6 T-28 fait son apparition. 2 appareils survolent la route, probablement pour observer les dégâts occasionnés par les combats de la nuit, tandis que les 4 autres prennent à partie nos mitrailleuses qui commencent à crépiter. Ils sont bientôt rejoints par d'autres avions. L'escadrille, leader en tête, pique sur nous et mitraille. Le carrousel dure depuis environ 10 minutes quand, soudain, un des appareils ne se redresse pas de son piquet, vire légèrement sur l'aile et se met en vrille au-dessus d'une clairière proche de Amlessog. 2 corolles blanches s'épanouissent dans le ciel. L'avion explose en touchant le sol et s'enflamme. Le lieu du crash est proche. Nous avons l'espoir de capturer les pilotes. Mais les hélicoptères sont plus rapides que nous. Les autres avions se le tiennent pour dit. Ils prennent de l'altitude au-dessus de nos positions en continuant à tirailler sans conviction. 4 B-26 arrivent à la rescousse. Les Boeing équipés de roquettes sous les ailes, de 4 mitrailleuses de 12-7 à l'avant et de 4 autres à l'arrière, sûrs de leur blindage, volent au ras de la cime des arbres, remettent les gaz, montent acrobatiquement en mitraillant, piquent de nouveau en mitraillant toujours. Celui qui a été pris une fois sous le feu de ces forteresses volantes mesure l'inconfort, c'est le moins qu'on puisse dire de notre situation. Nos tirs gagnent en intensité et en précision. Des petites étincelles naissaient fugacement sous le ventre des bombardiers, nous espérons en abattre au moins un. À court de munitions ou de carburant, les B-26 cèdent le ciel à 4 Spitfire. L'intensité de nos tirs oblige les cracheurs de feu à prendre de l'altitude. Profitant de ce brusque accès de sagesse des acrobates du ciel, je me déplace pour inspecter les pièces. 2 avions moteurs arrêtés piquent sur moi, larguent leurs roquettes puis remettent les gaz. Je ne dois pas mon salut qu'à la sensibilité de mes tympans. J'évite les éclats des 2 engins en me jetant in extremis dans les broussailles de genêts qui bordent la piste. Je me relève égratigné comme par un chat sauvage et pestant d'avoir perdu mon béret. L'orgueil d'avoir contraint malgré tout les pilotes à plus d'égards me console de mes petits déboires et du regard de mes hommes amusés de voir leur chef nu-tête et ébouriffé. Nous réussissons quand même à faire exploser en plein ciel un 2e appareil. La nuit tombée, j'accompagne mes canonniers qui font su à des chars postés derrière la ligne. Nous avons observé depuis un certain temps que les blindés évitent de suivre le tracé de la ligne selon les itinéraires habituels de la herse. Les coups que nous leur assénons et qui leur occasionnent des pertes ont certainement contraint le commandement français à adopter une nouvelle tactique. Les engins sont désormais maintenus en position fixe ou carrément enfuis dans des tranchées, ne laissant apparaître que les tourelles. Le lendemain, les avions ont encore moins de mordants. Nos mitrailleuses, servies admirablement, ont démontré leur capacité à neutraliser cette arme qui nous gêne le plus. Le nombre d'avions se réduit sensiblement. Les quelques appareils en vol restent constamment au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Je commence à ressentir durement la fatigue, mais avant d'aller me reposer, je prends quelques dispositions utiles. Je briefe mes artilleurs et leur enjoins d'utiliser la position où nous étions la veille, laquelle présente d'excellents avantages contre chars et blockhouse. J'y envoie une section du 13e bataillon pour la protection rapprochée des pièces. Son chef, homme d'expérience, connaît les moindres détails du terrain. Je laisse là mon petit monde et me retire pour me reposer quelques instants. Le chef de section propose aux responsables du groupe des 57 mm de déplacer ces derniers d'une centaine de mètres.
Ils seront ainsi mieux abrités sans préjudice aucun pour leur efficacité, lui dit-il. L'artilleur répond par la négative. J'ai reçu l'ordre de mon chef de m'installer sur cette position et en aucun cas je n'irai ailleurs sans son contre-ordre. Cet artilleur a fait partie de ces soldats perdus de l'ALN que le Nidam a lourdement sanctionné. L'homme, une fois sa dette payée, n'a eu de cesse de réclamer son affectation dans une unité de combat. Façonné par la discipline inculquée au centre d'instruction de Melleg, il paiera de sa vie son obéissance aveugle aux ordres de son chef. Ce soir-là, les Français réorganisés avancent d'autres moyens de feu et nous entreprennent durement. Une de mes pièces est touchée de plein fouet. Des hommes tombent, morts ou blessés. Je suis encore sous l'arbre, à peine réveillé, lorsqu'un homme du 13e bataillon se présente devant moi, la mine défaite, un sac en jute dégoulinant de sang entre les mains. Il l'échancre. Il contient des lambeaux de chair, tout ce qui reste de l'infortuné artilleur. 3 jours plus tard, nous ramasserons encore ça et là des morceaux de corps humain, si bien que le malheureux sera enterré en 2 endroits différents. Les hommes chargés d'enfuir ces derniers restes n'ayant pas voulu ouvrir la première sépulture. C'est au cours de cette même affaire que l'infirmier en second du 13e bataillon tombe victime de sa discipline et de son dévouement, un peu de la même manière que l'ancien disciple de Abd el-Hay. Farhat Boukhatem, dit Baba Didi, était originaire d'Annaba. Le chef de bataillon par intérim, Mohamed Selmoun, manquant d'infirmier, demande un jour à Baba Didi de remplir cette fonction. Baba Didi, me prenant à témoin, me dit en plaisantant « El Hadj Khaled, c'est bien pour la dernière fois. Ensuite, je ne quitterai plus le PC du bataillon. » Et d'ajouter en riant avec son parler inimitable « Au retour, Narkhaf el-Barlanki, je lèverai le pied. » L'obus ennemi qui a frappé de plein fouet les munitions lourdes entreposées près de lui provoque un cataclysme. Nous n'avons rien retrouvé du corps de Baba Didi. En évoquant le souvenir de celui qui fut dans une autre vie un mauvais garçon, je rends hommage à tous ceux que la Révolution a anoblis. On ne se prénomme pas Baba Didi par hasard. Le sobriquet suggère la bonhomie et la tendresse. Chez le personnage, la mue a été une transmutation, mais interne, profonde, de celle qui change aussi l'aspect extérieur, le parler et le regard. Ils furent nombreux ces hommes du milieu qui entrèrent en révolution comme on entre en religion, avec sincérité, avec passion et quelquefois avec fureur. Beaucoup marquèrent leur passage par des actes d'héroïsme. Ali Lapointe, qui fut, raconte-t-on, le maître de la Casbah d'Alger, ce qui n'est pas rien à l'époque où les Comans avaient le surin facile. Slimane Lasseux de Soukharas, que ni le bataillon disciplinaire de Tatahuine en 1952, ni la poigne de fer de Ben Abdelmoumen en camp de Melleg ne réussissent à amender, et tant d'autres qui furent avec héroïsme fidaïyin dans les groupes de Yassif Saadi au temps où la Casbah d'Alger était le labyrinthe de la mort. Baba Didi a conservé de son ancienne profession le roulis des épaules, le port altier de la tête, le regard en coin, les moustaches larges fournies, ébouriffées, estampillant le macho et bien sûr la balafre sur la joue qui est le signe héraldique des chevaliers de la basse ville. Quand Baba Didi parlait, ce n'est jamais pour ne rien dire. Il avait sa propre compréhension de la révolution, des hommes, des événements du passé et même de l'avenir. Son univers était simple. D'un côté, les hommes, Rjal, et de l'autre, les timorés, les lâches, les vendus. Il respectait les responsables, mais aussi les anciens, les jeunes et les vieux, donc à peu près tout le monde. Il marquait sa déférence en donnant du hajj à tout bout de champ, à ceux qui avaient le moindre poil blanc. Les djunouds aimaient l'entourer, et lui, l'ancien nabab des ruelles étroites et sombres, assis en tailleur sur une natte de jonc, devant son infirmerie, une cigarette derrière l'oreille, le petit doigt précieux, siroté, humé plutôt, son café selon le rituel des grands connaisseurs. Ar-Rujfa est l'art de déguster le café, une sorte de respiration, de déglutition de l'arôme, peut-être la nostalgie des goûts délétères de jadis. Rares sont les soldats qui ont fait la guerre avec une telle disproportion de moyens. Les moudjahidines n'avaient ni chars, ni avions, ni bateaux de guerre. Ils avaient des armes autrement plus efficaces, le courage, l'abnégation et la sérénité. J'ai dit une fois que la victoire a été acquise parce que les combattants étaient profondément convaincus que la cause, Al-Qadiyya, était sacrée et qu'elle concernait chacun d'entre eux d'une façon directe et personnelle.
Baba Didi était venu à la Révolution parce que le Qadiyya l'avait interpellé. Elle était la sienne passionnément. Il est mort pour elle. Au cours de la nuit, je me rends à l'antenne médicale du groupement pour rendre visite aux blessés, nombreux ces 2 derniers jours. Plus d'une centaine. Je suis sur place lorsque le combat reprend. J'assiste à l'arrivée des premiers blessés de cette nuit, encore plus nombreux que ceux que je viens de réconforter. L'ennemi a engagé des moyens considérables. La saturation par les feux d'artillerie et de chars nous cause beaucoup de dégâts. L'immense champ de bataille est illuminé par les lucioles que les avions larguent sans cesse. D'habitude, ces soleils blafards nous aident à retrouver notre chemin, mais aujourd'hui, ils sont à notre désavantage. Les infirmiers s'affairent. Je m'attarde auprès d'un blessé qu'on vient de ramener. Son état est désespéré. Il a la fesse tranchée comme par un couteau. Elle tient à peine par un bout de chair. L'homme s'est vidé de son sang avant d'arriver à l'antenne. Des petites plaques blanchâtres apparaissent dans la plaie. Je prends conscience du nombre incalculable de vaisseaux que peut contenir un seul membre de notre corps. Le Moudjahid, exsangue, rend l'âme quelques minutes plus tard. Une offensive d'envergure. Un matin, je suis convoqué au PC de la zone. Je suis affecté avec ma compagnie lourde zonale plus au sud, au contact du 39e bataillon commandé par Sherif Baraktia. L'emplacement que je dois occuper s'appelle Oued Zana. Le 14e bataillon de Hmaloulou est stationné à ma gauche. À droite du 39e bataillon se trouve le 19e de Slim Saadi. Je commence par effectuer des reconnaissances pour installer mon unité. Je choisis un lieu où la végétation est importante. La proximité du poste militaire français d'El Hamri m'incite à soigner mon camouflage. Des réfugiés me fournissent une aide précieuse dans la construction des abris pour mes hommes. L'Ayyashi Ben Jdid me seconde. Il est d'une très grande conscience professionnelle. Il est de ceux dont on dit qu'ils ne se reposent jamais. Quand il s'agit de travaux de renforcement de nos positions, il est toujours volontaire. Pendant toute la période où nous avons été ensemble et jusqu'à sa mort, je ne l'ai pas vu ôter une seule fois sa cartouchière. L'Ayyashi était hyperactif. Pendant que les travaux avancent et que les patrouilles vont et viennent, le commandement de la zone nord m'enjoint de faire partie d'un groupe chargé d'une mission de reconnaissance couvrant l'ensemble du front de la zone. Les bases de soutien logistique ayant déjà commencé à voir le jour, je dispose directement sur mes arrières, celles commandées par le capitaine Rachid Aïsset. Les moyens de Aïsset desservent également les 14e, 19e et 39e bataillons, ainsi que la compagnie lourde zonale 1. Il n'est pas difficile de deviner que le commandement prépare une opération de grande envergure. Le groupe de reconnaissance, couvert par une section, est dirigé par le commandant Abdelrahman Ben Salem en personne. Il comprend le commandant Abdelkader Chabou, l'officier d'état-major Khalifa Rahim et moi-même. Un tout jeune homme, Azzdin Ait Msbah, que je rencontre pour la première fois, dépêché par le ministère de l'Armement et des Liaisons Générales, MALG, nous accompagne. Il manipule un appareil photo doté d'un téléobjectif. Je suis chargé, quant à moi, de reproduire les croquis des postes El Hamri, Bournan et El Gouard, à l'aide d'une binoculaire grossissante. Les reconnaissances commencent à partir du nord de la ligne Chal et se poursuivent au sud jusqu'aux environs du poste d'El Gouard. En 1959, le poste de Ain Zana, entre la ligne Chal et la frontière, puissamment fortifié, a déjà été attaqué et sérieusement endommagé par les bataillons de Abdelkader Chabou, de Slimane Othman et par des éléments de la zone 2 de Abdelrahman Ben Salem. L'unité d'assaut commandée par Boudali réussit à y pénétrer. Elle mit hors de combat des soldats ennemis, dont un capitaine chargé de l'action psychologique, et récupère des armes. Abdelnour Bekka, à la tête d'un autre commando d'assaut, est blessé. C'est la première grande action menée avant la constitution de l'état-major général. Des armes d'une très grande capacité de destruction ayant été employées pour la première fois. Je remarque au cours de nos déplacements la grande capacité de récupération que possède Abdelrahman Ben Salem, malgré son âge. Ben Salem se contente d'un quart de galette, d'un petit oignon et de l'eau de sa gourde. Les jeunes l'envient pour sa forme. Au cours de ce périple, il ne nous arrivera qu'un seul et unique incident. Accompagné de quelques éléments du 14e bataillon et du photographe Azzdin Ait Msbah, nous allons reconnaître les abords du poste de Bournan après avoir laissé derrière nous le poste d'El Gouard. Ma binoculaire ne me quitte plus.
nous commettant l'erreur de demander au jeune Azzdin Ait Msbah de nous prendre tous en photo. Arrivé après une marche de quelques heures sur la crête boisée qui surplombe Bournen et alors que nous soufflons à peine, je vois un mince filet de fumée blanche monter au-dessus de la cime du bois à quelques dizaines de mètres à peine. Je tire Abdelrahman bin Salim par la manche de sa veste pour attirer son attention. Nous tendons l'oreille, des voix à peine audibles nous parviennent. La réaction de bin Salim est instantanée. Ses réflexes sont ceux d'un jeune homme de 20 ans. L'expérience parle d'elle-même, me dis-je. Ancien d'Indochine, prisonnier après la chute de Dien Bien Phu, ayant à son actif plus de 5 ans de combat dans les rangs de l'ALN, c'est un vrai professionnel. Ben Salem décide de remettre à plus tard la mission de reconnaissance sur Bournen. Nous nous retirons sur la pointe des pieds pour ne pas donner l'éveil aux Français. Le poste d'El Gouerd, alerté, risquerait de nous couper le chemin du retour. En cas d'accrochage, nous pourrions être encerclés le soir. Le soir, Ben Salem prend la décision de poursuivre plus loin tout en laissant le photographe auprès du 14e bataillon pour poursuivre sa mission. Le lendemain, nous nous séparons. Nous apprendrons 3 jours plus tard que le détachement qui accompagnait Ait Msbah était tombé dans une embuscade et que ce dernier avait été fait prisonnier. Les pellicules où sont immortalisés nos visages finiront dans les dossiers des services de renseignement français. Un chef de compagnie laissé pour mort ne sera libéré qu'à l'indépendance. Les informations que ne manquera pas de fournir éventuellement Ait Msbah sous la contrainte éventeront l'offensive en préparation et la feront capoter, me dis-je. Mes déductions s'avéreront malheureusement fondées. Lorsque je reçois l'ordre de me rendre à une réunion au PC de la zone nord, je comprends que le commandement a décidé de passer outre à l'éventualité où l'ennemi aurait été renseigné par Ait Msbah sur nos intentions. Je suis chargé d'apporter un appui à 4 groupes d'assaut contre les postes d'El Hamri et d'El Gouerd. Le commandement espère neutraliser avec 8 mortiers de 82 mm l'artillerie du poste Bournen qui couvre les objectifs de nos groupes d'assaut. Mes armements sont disposés en 2 bases de feu, l'une sous mes ordres, la seconde commandée par mon adjoint l'Ayashi. 2 officiers anciens des écoles militaires du Moyen-Orient, l'Arbi Sil Hassan et Mohamed Abbas Shaib, sont dans mon unité pour une période d'adaptation. Sil Hassan avec moi et Shaib avec l'Ayashi. Les équipes d'assaut sont respectivement commandées par Abdelrazak Bouhara, déjà vieux briscard malgré son air d'éternel adolescent, et par Sherif Braktia, ancien chef de section dans la 8e Katiba de Subti Boumaraf. Braktia a été de tous les combats de cette prestigieuse unité, et par le bataillon de Slim Saadi, lequel prend à son compte Khmiset, situé en retrait d'El Hamri. Ses forces sont renforcées par des éléments provenant des 13e, 25e, 27e, 11e et 12e bataillons. La pleine lune donne aux étoiles une brillance patinée sur fond d'estampes bleues. Le silence qui plane sur les djbel résonne dans nos têtes comme une stridence. Nous marchons Emchi Khouya Emchi. Le sentiment du danger ne nous quitte pas un seul instant. Au fur et à mesure que nous nous approchons de l'objectif, des masses sombres dessinent leurs contours. Des murs, la lumière diffuse qui tombe du ciel facilite la mise en place de notre dispositif. J'attends l'heure d'ouverture du feu lorsque la sentinelle attire mon attention sur une importante colonne de fantassins qui avance par le même chemin que nous venons d'emprunter. Je retourne un certain nombre d'armes face aux intrus, puis, à la tête d'une poignée de voltigeurs, je me porte avec précaution vers l'avant. Je suis intrigué. En dehors des équipes d'assaut déjà en place et de mes hommes, aucune autre unité n'était attendue par ce col. Soudain, une silhouette se détache de la colonne et se dirige vers nous. Je reconnais mon adjoint l'Ayashi. Je jette un coup d'œil à ma montre. Il ne reste qu'un quart d'heure avant le début de l'attaque. L'Ayashi, inquiet d'avoir pris du retard sur le timing, m'apprend qu'il n'est pas seul. Sherif Braktia, qui devait lui indiquer sa position, ne trouvant pas son chemin, a emprunté le col après s'être égaré un moment. Je décide alors de laisser à l'Ayashi l'initiative de l'ouverture du feu, une fois en position, au lieu de le faire moi-même. Je ne sais pas encore que cette péripétie malencontreuse aura des conséquences tragiques. Elle coûtera la vie à l'Ayashi, à Mohamed Abbas Shaib et à un autre de mes officiers artilleurs.